Bonjour à tous et bienvenue dans les pions sur la table. Petite question, si vous deviez mourir demain, que feriez-vous? Eh bien, nos amis vikings ont une réponse très précise à apporter à cette interrogation. Par exemple, se foutre sur le casque, piller un max de bled, mourir en pleine gloire, bref, profiter à fond quoi. Dit comme ça, évidemment, le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui a l'air bourrin, et c'est pas tout à fait faux, mais pas que, on va le voir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui il va être question de Blood Rage. Et alors, hormis le fait que ce jeu parle de vikings qui veulent répandre le sang et les flammes, eh bien je ne peux pas présenter correctement ce dernier sans rendre un petit hommage à son auteur, Eric Lang. Monsieur Eric Lang. J'adore ce mec. C'est bien simple, dans ma ludothèque je possède 3 jeux d'Eric Lang. Et si je devais vous faire un top 20 de ma ludothèque, je pense que les 3 seraient dedans. Voire peut-être même dans un top 10. Alors j'ai absolument pas testé tous les jeux qu'il a créés, parce qu'il en a fait quand même une petite trentaine. Mais de ce que j'en connais, bon déjà il a fait Blood Rage, que je vais vous présenter, vous allez voir il est très bon. Mais c'est aussi un spécialiste des jeux de cartes évolutifs, puisqu'il est à l'origine ni plus ni moins que de Game of Thrones, Star Wars, Cthulhu et Warhammer. Je parle toujours de jeux de cartes évolutifs, pas de Warhammer le jeu de figurines. Alors Warhammer je le connais pas, par contre Game of Thrones j'y ai joué, et il rend à merveille l'ambiance de cet univers avec des trahisons, des complots, des jeux d'alliance. Son jeu sur Cthulhu est monumental. Faudra que je vous en parle un de ces 4 quand même. Et Star Wars est juste exceptionnel. Alors à quoi on reconnaît un jeu d'Eric Lang? Ben déjà il est très respectueux de l'univers, et ça vaut pour toutes les licences que je viens de vous citer. Véritablement dans les franchises qu'il adapte, eh bien on sent qu'il y a le travail d'un passionné, on sent qu'il aime ses licences. Après les jeux d'Eric Lang, ben, c'est des jeux assez complets, assez complexes même, mais et c'est ça qui fait de grands jeux, eh bien la mécanique est fluide et intuitive. Mais revenons-en à Blood Rage, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans, et des durées de partie annoncées d'environ 60 à 90 minutes. Bon, si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, comptez bien 2 heures. Sortez les haches, les lances, les épées et les marteaux pendant ce temps. Moi je pose les pions, et quels pions d'ailleurs, sur la table. Voilà, le jeu est installé. Alors la première chose qui vous frappe en pleine poire chez Blood Rage, bah, c'est le matos déjà évidemment. Alors là j'ai été obligé de faire une petite configuration à 2 joueurs, tout simplement parce que j'avais pas la place de tout installer pour 3 ou 4 joueurs. Alors je vais commencer par vous présenter les figurines qui sont mais magnifiques. Alors il y a 3 designs de personnages par clan. On a le chef qui porte toujours un étendard, et ensuite on a 2 designs de guerriers de base qui ont absolument les mêmes caractéristiques que sur le terrain. C'est juste pour avoir des designs différents, varier un petit peu les plaisirs visuels. Donc déjà de base quand on fait cette démarche, c'est qu'on se fout pas de la gueule des joueurs, parce que bon, l'éditeur aurait très bien pu se contenter de faire le même design pour tous les guerriers dans un seul et même clan, voire même faire le même design de guerrier pour l'ensemble des clans. C'est pas comme si on n'avait pas déjà vu ça ailleurs. Mais non, là il y a un soin apporté aux figurines qui est louable. Et ça se voit dans le détail des pions d'ailleurs. Donc là en bleu, ce que je vous ai présenté c'était le clan du corbeau. Alors je vous ai dit qu'il y avait 3 designs différents, c'est pas tout à fait vrai, il y a aussi un drakkar dans chaque clan. Oui je sais, j'ai prononcé le mot drakkar alors que j'ai gueulé comme un putois dans ma vidéo sur Vikings contre l'usage de ce mot. C'est pour vous que je fais ça. Voilà, je piétine mes principes là. Je vous présente maintenant le clan du loup. Donc pareil avec son chef et ses 2 designs de guerriers. Je suis désolé de m'extasier sans cesse là, mais ces figurines sont vraiment belles. Ah, cet étendard là, c'est vraiment un régal pour les yeux ça. Alors ensuite, laissez-moi vous présenter le clan que je prends à chaque fois, le clan de l'ours. Un clan fin et raffiné, qui a l'air de bien aimer les marteaux. Sincèrement, rien qu'en regardant les figurines, on est déjà dans le jeu là, on est déjà avec les vikings, on va se battre, on sait qu'on va vivre des trucs là.
C'est déjà épique avant même d'avoir commencé. Et enfin, voilà le clan du serpent, un clan exclusivement féminin. Et alors elle, visiblement, c'est plus la hache leur truc. Hein. Alors ensuite, le jeu contient d'autres figurines bien plus imposantes, comme par exemple ce terrifiant géant, avec son énorme rocher là. Regardez-moi ces muscles, cette barbe. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Alors après le géant des glaces que je viens de vous présenter, voici venir le géant du feu. Par tort qu'il fout les chocottes celui-là. Non mais regardez-moi ce design, mais c'est génial, avec sa grande épée là. Son casque, sa gueule, ses bijoux, tout y est. Il a des cheveux en dread avec des petits crânes, des petites têtes de mort dans les cheveux là. Troisième figurine monumentale, voici surgir le troll des forêts, avec sa grosse masse. Il y a tout plein d'entrelacs là sur le manche, sur la masse en elle-même. Il a des bracelets pareils avec des entrelacs, avec Jormungand sur l'un des bras. Lui, quand il arrive en jeu, il fait mal aussi. Hein. Et enfin, voici venir le serpent de mer, qui surgit là des tréfonds de l'océan. Alors je crois pas que ce soit Jormungand, hein. C'est juste un serpent de mer lambda. En tout cas, c'est comme ça que c'est écrit sur les cartes. Toujours est-il qu'il va en faire pisser plus d'un dans son froc lui aussi. Hein. Ça fait vraiment peur. Hein. Alors bon, ça, ces figurines grises là, ce sont des personnages neutres que les clans vont pouvoir recruter au fil de la partie. Donc vous imaginez bien qu'ils sont assez costauds, hein, voire même complètement cheatés. Mais ça aussi c'est une caractéristique des jeux d'Eric Lang. C'est-à-dire que parfois il y a des cartes et des personnages qui sont mais complètement overboostés. Mais comme en principe il y en a plusieurs dans le jeu, bah, ça permet d'équilibrer la balance entre les joueurs. Hein. Alors tous ces petits personnages gris là, ce sont également des mercenaires. Hein. Donc il y a un petit peu de tout, il y a un elfe, il y a un nain, il y a une valkyrie. Tous ont leur pouvoir spécifique. Alors bien sûr ces figurines là sont un peu moins impressionnantes que les 4 que je viens de vous présenter, mais il n'empêche que ça reste quand même très fort dans le détail. C'est franchement du beau travail. Voilà, bon sur le matériel je m'arrête pas plus que ça, mais c'est un peu dommage dans un jeu aussi qualitatif au niveau de ses figurines d'avoir des cartes d'une taille aussi rikiki. Hein. Le plateau de jeu est finalement assez lambda, hein. Les tuiles c'est assez classique. Par contre, mention spéciale aux plateaux individuels qui sont vraiment bien pensés. Hein. Chaque emplacement est vraiment calculé au millimètre et ils aident parfaitement à fluidifier le jeu parce que tout est dessus. Alors c'est pas exceptionnel hein, dans le jeu de société moderne, mais ceux-là je les trouve quand même particulièrement bien pensés. Vous le verrez quand je vais décrire la mécanique, mais c'est vraiment ergonomique. Alors après c'est certainement par rapport à ces plateaux individuels que la taille des cartes est réduite, parce que vous allez le voir, on pose pas mal de cartes sur ces plateaux, et il est évident que si les cartes avaient fait la taille de celle de Seven Wonders par exemple, ou de Dixit, bah on aurait eu des plateaux individuels vraiment énormes, et là j'aurais absolument rien pu cadrer dans ma vidéo. Hein. Alors tout ça c'est bien joli, hein, je vous ai vendu de belles figurines et un matériel de jeu qui semble fluidifier la mécanique de la partie, mais le jeu en est-il intéressant pour autant? Spoiler alerte, oui carrément. Hein. Alors le pitch de Blood Rage est très simple, le Ragnarok approche, donc dans la mythologie nordique c'est la fin des temps, hein, vous le savez. Tous les clans vikings savent qu'ils vont y passer, et avant de rejoindre le Valhalla, eh bien ces derniers sont bien décidés à rapporter le plus de gloire dans leur pactage. Et pour ce faire, bon il y a plusieurs moyens d'y arriver, hein, en pillant des villages, en menant des batailles, en mourant au bon endroit, hein, ou par exemple en menant des quêtes à leur terme. Une partie de Blood Rage se joue en 3 périodes, chacune décomposée en différents rounds, et ça on va le voir tout de suite. Le premier round d'une période est une phase de draft. Alors si vous ne connaissez pas le draft, c'est très simple. On prend le paquet de cartes associé à la période numéro 1. Dans le cas de ce jeu, on en distribue 8 à chaque joueur. Chacun des participants autour de la table va en conserver une dans sa main, dans son jeu. Puis il passera les cartes restantes à son voisin de gauche. Dans le même temps, il récupérera le reliquat de son voisin de droite. Il sélectionnera là à nouveau une carte. Et donc il va constituer sa main là au fur et à mesure jusqu'à avoir 6 cartes dans son jeu. Les phases de draft sont en général assez appréciées hein, parce que ça permet de lisser le hasard en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas soumis à un tirage défavorable des cartes. En tout cas moins que si on devait faire avec une main tirée au hasard dès le départ. Là on peut vraiment sélectionner les cartes qui nous plaisent le plus, confisquer les cartes aux autres joueurs. Bref, je vais pas m'attarder non plus sur le principe du draft parce que je pense que vous connaissez tous à peu près le principe et les avantages. Alors la deuxième phase, c'est la phase d'action. Donc chaque joueur l'un après l'autre va pouvoir en jouer une et ce round là durera tant que au moins un joueur autour de la table possède encore des points d'action. Les points d'action ils sont là, et dans cette ligne rouge là qui est la ligne de rage. Donc au début tout le monde en a 6. Et donc il y a des actions qui vont nous coûter des points de rage, et donc à chaque fois que ce sera le cas, eh bien on descendra ici le curseur pour bien tenir le décompte des points d'action. Il y a aussi pas mal d'actions gratuites, hein. Donc le round d'action est en fait la phase la plus longue du jeu, hein, puisque on devrait y voir défiler pas mal de tours entre les différents joueurs. Donc une action à chaque tour, ces dernières sont toutes résumées sur les différents plateaux individuels. Alors la première action possible c'est l'invasion, qui coûtera autant de rage que la force de l'unité qui va apparaître sur le plateau de jeu. Par exemple, on le voit là, un guerrier de base, eh bien il a 1 en force, donc il va nous coûter 1 rage.
barrage, tout simplement. Donc une invasion, ça se fait forcément depuis la mer, donc on ne peut pas arriver directement sur la région centrale de l'Yggdrasil, hein. Mais par contre toutes les autres régions sont accessibles. Alors vous remarquerez qu'avant le début de la partie, là j'ai cramé quelques régions, avec des tuiles de feu là, c'est tout simplement parce que je suis dans une configuration à 2 joueurs, et que donc on réduit un petit peu la taille du plateau, de manière à ce que les clans se rencontrent plus facilement. Donc ces régions là avec des tuiles de feu, qui ont déjà été impactées par le Ragnarok, donc on ne peut plus les traverser, on ne peut pas aller dessus, on ne peut pas les envahir, bref c'est comme si elles n'existaient plus. Donc admettons que mon petit guerrier envahisse là ici cette région, et bien voilà je le pose sur l'un des emplacements disponibles dans cette région, et on voit qu'il y a des emplacements là, qui permettent d'accueillir des figurines. Ça veut dire qu'il y a un nombre limité d'effectifs par région, hein, tout simplement. Sauf dans la région centrale, hein, celle de l'Yggdrasil, sur laquelle il n'y a aucune limite. Alors un point intéressant par rapport à l'invasion, c'est que si j'avais décidé d'envahir avec mon chef par exemple, eh bien malgré le fait qu'il ait 3 en force, son invasion est gratuite, hein, c'est écrit là. Donc ça c'est super, hein, les actions gratuites, faut pas lésiner dessus. Donc vous l'avez compris, hein, chacun joue à son tour une action, mais là pour vous expliquer, je fais venir le chef hein, dessus en même temps que le guerrier. Une autre unité qui peut envahir, c'est le bateau viking, bon le Drakkar quoi, qui a 2 en force, hein, donc qui nous coûtera 2 points de rage. Et alors les Drakkar, ils apparaissent dans les fjords. Vous en voyez 2 ici. Alors les Drakkar ont une utilité surtout dans les batailles, hein, pour venir en soutien des armées situées à terre. Ensuite vous pouvez toujours envahir une région avec l'un des monstres que vous avez recruté, mais on verra ça un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. En attendant, la deuxième action disponible, c'est la marche. Donc ça coûte 1 en rage, tout simplement. Et ça nous permet de déplacer n'importe quel nombre de figurines d'une province vers une autre. Et ce, même si cette province n'est pas adjacente, hein. Donc je pourrais très bien déplacer ce groupe de figurines, par exemple, à l'autre bout du plateau. La troisième action, ce sont les améliorations. Alors les améliorations sont les cartes noires. Donc si je souhaite jouer une amélioration, eh bien elle me coûtera en rage, là aussi le chiffre indiqué en force sur la carte. Donc il y en a qui coûtent rien, il y en a qui coûtent très cher. Alors les améliorations, elles sont multiples et variées. On peut très bien jouer par exemple une amélioration de clan. Celle-ci par exemple me coûtera 2 points de rage. Et donc la gloire de Thor me permettra de gagner 2 gloires à chaque fois qu'au moins 2 figurines ennemies sont détruites lors d'une bataille à laquelle je participe. La gloire, je le rappelle, c'est l'objectif du jeu. Donc évidemment cette carte m'intéresse, hein. Alors j'ai 3 emplacements là, hein, pour caler des améliorations de clan. Et si jamais j'ai tout rempli, eh bien rien ne m'empêche d'écraser une carte existante avec une carte qui me semble plus forte. Je pourrais très bien améliorer mon chef. Donc là j'ai un emplacement, hein, pour l'améliorer. Pareil, je peux écraser si ça ne me plaît plus. Donc ça permettra au chef d'être plus fort, peut-être de gagner plus de gloire dans les combats, enfin... Il y a plein de trucs, c'est vraiment assez énorme. Je pourrais aussi améliorer mes guerriers, pareil, pour qu'ils soient plus forts, pour qu'ils arrivent plus vite, plus nombreux. Il y a plein de stratégies intéressantes. Mais par exemple, il y a des cartes qui vous permettent de gagner des points lorsque vos figurines meurent. Donc vous allez les envoyer comme ça à la bataille, dans des causes perdues, juste pour qu'elles crèvent, quoi. Il y a des cartes amélioration qui vous permettent, par exemple, d'envahir des régions avec 2 guerriers au lieu d'1. Et tout ça pour le même coup. Vraiment, il y a tout plein de trucs, on n'a jamais le sentiment de refaire la même partie. Je peux améliorer mes Drakkar, et je peux aussi recruter des mercenaires, des monstres. Là par exemple je pourrais très bien sortir le serpent de mer, donc qui me coûtera 3 points de rage, hein, mais qui fera des ravages sur le champ de bataille. Un point important, c'est que lorsque vous améliorez les figurines, donc les guerriers, les chefs, les monstres, les Drakkar, cela vous permet d'envahir gratuitement une province avec la figurine en question. Donc ça veut dire que là je peux très bien poser immédiatement mon serpent de mer sur le plateau de jeu. Donc ce dernier est une unité assez spécifique, hein, qui compte comme un Drakkar, donc il ira rejoindre un fjord. Admettons par exemple que sur le tour d'après je joue le troll, je vais pouvoir faire mon invasion gratuite, et le pouvoir du troll c'est que lorsqu'il envahit un territoire, eh bien il détruit tous les guerriers adverses qui s'y trouvent. Donc ça fait très mal, hein, mais c'est assez sympa pour la personne qui possède ce personnage. Voilà, ça fait un peu de place là. Alors ensuite, la 4e action possible, c'est celle de s'engager dans une quête. Ça c'est une action qui ne coûte rien. Donc les cartes quêtes, ce sont les cartes vertes, et si je veux m'engager dans l'une d'elles, eh bien je la pose face cachée, et à un certain moment dans la partie on vérifiera si je l'ai réussi ou pas. Là en l'occurrence, cette carte Jotunheim me demande d'avoir le plus de force dans au moins une province de Jotunheim, qui sont les provinces bleues. Si jamais je réussis cette quête, eh bien elle me rapportera 5 points de gloire, mais elle me permettra aussi d'augmenter une de mes caractéristiques de clan, on verra ce que c'est tout à l'heure. La 5e et dernière action, c'est le pillage. Le pillage ne coûte rien en rage. Ouais, quand ils pillent les vikings, ils sont plutôt zen. Donc pour piller un village, c'est très simple, il suffit d'avoir au moins un effectif dans une région où se situe un village non pillé, ou un Drakkar adjacent à la province attaquée. Donc les villages non pillés, ce sont ces petites tuiles là que l'on voit là. Donc si jamais je décide de piller, eh bien chaque joueur autour de la table aura l'occasion de faire venir
l'un de ces personnages pour aider le village à se défendre. Donc il faut que ce personnage soit situé dans une région adjacente. Et donc tant qu'il y a de la place dans cette province, on peut continuer à faire venir du monde ici, chacun un tour de rôle, et ça vaut aussi pour l'attaquant. Une fois que le pillage commence, toutes les unités qui se trouvent sur cette région entrent dans la bataille. Donc là dans les batailles, je compte aussi tous les dracars qui viennent en soutien de mon armée, puisque les dracars participent aux batailles qui se passent sur les régions adjacentes aux fjords sur lesquels ils se situent. Ça vaut aussi pour le serpent de mer d'ailleurs. Tous les clans participant à la bataille vont pouvoir jouer une carte bataille, ce sont les cartes rouges. On fait le total des points de force des différentes unités en présence, plus les cartes bataille de chaque clan, et ça nous donnera un vainqueur. Alors que ce soit l'attaquant ou le défenseur qui gagne cette bataille, eh bien déjà les unités du clan perdant rejoignent le Valhalla, mais en plus le clan victorieux va ramasser de la gloire. Alors combien de gloire exactement? Eh bien cela dépend de votre niveau en H. C'est la petite ligne que l'on voit là avec les petites icônes bleues. Plus ce niveau de H sera élevé, plus vous récolterez de gloire lorsque vous sortirez victorieux d'une bataille. On va voir vraiment dans pas longtemps comment on augmente ce niveau en H. Si le clan victorieux était l'attaquant du village, eh bien ce clan va récupérer une récompense supplémentaire. Donc elle apparaît sur cette tuile là qui est censée représenter le village. Donc là en l'occurrence je gagnerai 5 points de gloire. Je retourne cette tuile sur sa face village pillé, et donc plus personne ne pourra attaquer cet endroit. Alors il y a d'autres récompenses que l'on peut récupérer dans les villages, donc c'est là qu'on peut récupérer des haches notamment. Donc ça me permettra de monter mon niveau en hache, et donc vous l'avez compris tout à l'heure, de gagner de plus en plus de points de gloire lorsque je sors victorieux des batailles. Ici on voit qu'il y a des récompenses rouges là avec une main avec des éclairs, et bien ça représente votre niveau en rage, et donc plus vous grimpez là, sur cette ligne, et donc plus vous aurez de points d'action disponibles lors des rounds d'action de jeu. Donc ça non plus, faut pas le négliger. Mais évidemment, si vous disposez de 6 ou de 12 points d'action, vous aurez pas les mêmes tours de jeu à chaque période. Comme récompense, on a aussi des cornes, et vous allez constater que là aussi c'est très important, puisqu'en fait les cornes représentent votre limite d'effectifs autorisé sur le plateau de jeu. C'est-à-dire que là, au départ, vous pouvez mettre maximum 4 figurines sur le plateau. Ce qui veut dire que si vous voulez vraiment mener des invasions massives, eh ben il va falloir aller chercher des cornes pour augmenter ses capacités. Notez bien d'ailleurs que sur ces caractéristiques de clan, rage, hache et corne, eh bien plus on obtient un niveau avancé, et plus on a de chances de récolter de la gloire en bonus à la fin de la partie. Jusqu'à 10 points de gloire en plus, ou même 20 points de gloire en plus. Ça vous avantage dans le jeu et ça vous rapporte des points à la fin. Voilà, donc ça c'est dans le cas où vous êtes à l'initiative d'un pillage et que vous sortez victorieux de la bataille. Si vous étiez en train de défendre le village, ben là vous prenez pas de récompense, puisque vous étiez en train de défendre ces pauvres bougres. Bon par contre, rien ne vous empêche au tour d'après d'aller attaquer le village. Pas déconner non plus. Voilà, donc là on a fait le tour des actions de jeu possibles. On peut envahir, on peut marcher, on peut s'améliorer, on peut se lancer dans une quête et on peut piller. La succession des tours d'action se termine donc quand tout le monde tombe à 0 point de rage, ou si tous les villages ont été pillés. Ça veut dire qu'on peut empêcher les joueurs de dépenser leurs derniers points de manière vile et sournoise. Et alors pour vous expliquer comment se déroule la suite d'une période de jeu, on va se diriger vers le plateau des âges là. Donc vous avez à chaque fois là un petit pion histoire là vous voyez, qui vous permet de bien suivre les différentes phases des différentes périodes. Donc en premier on distribue des cartes, ensuite on passe à la phase qu'on vient de voir, la phase action. Après on doit se défausser de toutes nos cartes sauf une. Après on va passer à la phase de quête, donc là on va vérifier si les quêtes qu'on a posées pendant la phase action sont réussies ou pas. Ensuite on va passer à la phase du Ragnarok, puisqu'il faut pas oublier que c'est la fin des temps quand même. Donc là en fait depuis le début de la partie, on a ici face visible une tuile qui nous indique quelle région va être touchée prochainement par le Ragnarok. Donc c'est maintenant que ça se passe. Donc cette région sera désormais indisponible pour toute la suite de la partie, mais en plus de ça, toutes les figurines qui étaient situées ici vont périr dans d'atroces souffrances. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'on le voit là sur le plateau des âges, à chaque fois qu'une figurine meurt sur la région impactée par le Ragnarok, eh bien lors de ce premier âge, elle rapporte 2 points de victoire. Donc au moment du Ragnarok là, on a souvent une arrivée en masse de vikings, tout joyeux d'aller mourir la fleur au bout de la hache. Chouette, la fin du monde! J'attendais ça avec impatience. Alors petite précision, lors de Ragnarok, tout ce qui est drakkar, serpent de mer, etc. qui est situé dans un fjord adjacent meurt aussi. Et ensuite on aura une phase de retour du Valhalla, puisque toutes nos figurines vont revenir dans notre réserve. Alors ça concerne et les morts qui sont tombés lors du Ragnarok, et tous les autres, ceux qui ont participé aux batailles, etc. Y compris les monstres qui ont été sacrifiés ce tour-ci. Et ça représente bien le fameux cycle que l'on retrouve dans les mythologies nordiques, création, destruction, etc., etc., ça s'arrête jamais. Alors bien évidemment, mourir lors du Ragnarok c'est cool, parce que ça rapporte des points de gloire, mais après par contre, il faudra repayer le coût des unités qui sont décédées, pour pouvoir envahir à nouveau le plateau et continuer à jouer.
jouer. Voilà, donc là vous avez vu comment fonctionnait un âge de jeu, séquence de draft où on sélectionne ses cartes, séquence d'action où on joue, hein, on envahit, on marche, on se poutre la gueule, on améliore son clan, on se lance dans des quêtes, on essaye d'accomplir des objectifs, ensuite on défausse ses cartes, on vérifie que les quêtes sont bien remplies, on déclenche le Ragnarok et on revient parmi les vivants. Et là on part sur le second âge. Alors c'est exactement le même fonctionnement, hein, la seule différence c'est que on va disposer d'un paquet de cartes plus puissant et ça va aller comme ça crescendo jusqu'au troisième âge, hein. Et ce sera bien évidemment une nouvelle région qui sera détruite lors du Ragnarok. Et alors là, mourir lors du Ragnarok rapportera 3 points par figurine. Voilà, et quand on arrivera à la fin du troisième âge, eh bien on comptera les différents points de gloire, ceux que l'on retrouve sur la piste des scores, hein, qui ont été comptabilisés en temps réel lors des batailles, entre autres, mais aussi les points bonus des différentes pistes de caractéristiques de clan. Voilà, donc là le jeu est expliqué. Du coup, est-ce qu'on prend du plaisir en jouant à Blood Rage? Est-ce que je réponds vraiment là? Bah oui, vraiment c'est un titre que je recommande à tous les joueurs qui cherchent un jeu à la croisée des chemins entre différents styles. C'est un jeu riche sans être lourd, il y a pas mal d'options stratégiques, le jeu s'avère réellement très ouvert, même quand on est loin de ses adversaires en point de gloire, eh bien on peut remonter très haut et très fort très vite. Les cartes sont très variées et permettent de bien stéréotyper le jeu, les règles du jeu sont finalement assez vite assimilées et on l'a vu, le matériel aide beaucoup, et en plus de ça, si vous êtes fan de mythologie nordique et de vikings, foncez, passez pas à côté de ça quoi. Jouez-y, jouez-y, jouez-y. Ouais, le seul problème c'est pour le ranger en fait, c'est un peu la merde quand même. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.